Bonsoir à tous, il est 23 heures et vous suivez le dernier point d'information sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres bimensuel. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi et d'ordonnances, mais également des projets de décret. Le Conseil a mis un accent particulier sur l'organisation des élections législatives de mars prochain. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Le pays devra en revanche augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique et dans le domaine, 20 milliards de francs CFA sont disponibles pour financer des projets à même de soutenir les ambitions énergétiques du pays. Et puis au Mali, 9 soldats ont été tués ce mercredi dans une attaque imputée à des djihadistes contre leur poste dans le centre du pays. C'est le poste de Boni entre Douanza et Ombori dans la région de Mopti qui a été visée. L'attaque a par ailleurs fait plusieurs blessés et causé des dégâts importants dans le camp. Voilà pour les titres. C'était le énième Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. L'on retient de ce conseil bimensuel la fixation des modalités pour l'organisation des législatives du 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction d'une dizaine de ponts dans l'intérieur du pays et l'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Élection législative du 6 mars prochain, le Conseil des ministres ce mercredi 3 février, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de fixer les modalités pour l'organisation de ce scrutin, dont l'objectif est l'élection des députés qui sont les représentants des populations et qui ont le rôle de voter les lois qui vont permettre au président de la République de gouverner et gérer la Côte d'Ivoire. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0 heure et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle est garanti par l'autorité de la communication audiovisuelle AK, l'autorité nationale de la presse ANP et le Conseil supérieur de la publicité CSP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion sur la supervision de la Commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 février s'illustre aussi par une décision de taille. Il s'agit du projet de création de la deuxième école nationale de police, 50 ans après l'école nationale de police située à Cocody, qui a été créée en 1967. Cette deuxième école nationale de police sera établie à Korogo. Cette deuxième école de police permettra de renforcer non seulement les capacités d'accueil et de formation des personnels de la police nationale, mais également d'augmenter le nombre des agents de police en quantité et en qualité, conformément aux standards internationaux. Toujours en matière de création d'infrastructures, le gouvernement a en projet la construction de 11 ponts dans l'intérieur du pays. Le décret de ratification pour l'accord de financement a été pris au cours du Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 14,8 milliards de francs CFA, conclu le 22 décembre 2020 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 11 ponts métalliques en République de Côte d'Ivoire. Les localités concernées sont Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavois, Korogo, San Pedro, Kong et Danané. Ce projet vise principalement à faciliter aux populations se trouvant dans les zones de culture l'accès aux structures administratives ainsi qu'aux infrastructures de soins et d'éducation implantées dans les différentes localités.
L'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou s'ouvre le 5 février. Pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février 2021, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Ce sont quelques décisions de ce Conseil des ministres de ce 3 février qui s'est tenu au palais présidentiel de 11h30 à 13h40. Et sur un tout autre plan, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à l'ouverture d'un centre de services agricoles à Bengourou, dénommé la boutique Calivoire. Ce centre va permettre de vendre des produits phytosanitaires de qualité. Il apportera également une assistance aux agriculteurs à travers des conseils pour une meilleure production agricole. Un projet soutenu par le gouvernement américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA. C'est une correspondance d'Herman Niania. Le gouvernement ivoirien veut encourager les agriculteurs à abandonner la culture extensive pour se consacrer uniquement qu'à la culture intensive. Une culture intensive qui utilise peu de terre mais permet de produire en quantité et en qualité grâce aux produits phytosanitaires qui seront utilisés. À terme, il s'agit de passer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour y arriver, il faut des outils modernes, d'où l'ouverture des centres de services agricoles dénommés boutiques Calivoire, dont le premier est ouvert ce jour à Bengourou. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de pouvoir inaugurer le premier de ces centres-là, premier d'une série de 4 que nous comptons faire avec notre partenaire CNFA. Mais l'idée pour nous, c'est de continuer sur ce programme-là et pouvoir, dans les 2 prochaines années à venir, mettre en place 40 centres de services agricoles. Ce projet est soutenu par le département de l'agriculture américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA à travers le projet MOCA qui signifie maximiser les opportunités du secteur du cacao. Les États-Unis étant le plus grand pays consommateur de produits basés sur le cacao dans le monde, ils veulent donc à travers ce soutien financier des produits de bonne qualité pour leur marché. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un fier premier producteur du monde de cacao. 43%, c'est énorme. 2 millions de tonnes par année de fèves de cacao. Mais il y a encore des opportunités pour améliorer, car la productivité par hectare a encore des chances d'augmenter. Et surtout, les pertes pour les producteurs. Il y a beaucoup de pertes pour les producteurs de cacao qu'on peut réduire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, après avoir remercié le gouvernement américain pour cette franche collaboration, a souligné qu'à travers cette boutique qui constitue une véritable clinique agricole, les paysans pourront se procurer les semences de qualité, des engrais et des pesticides homologués. L'objectif, c'est de pouvoir à terme atteindre toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'être ici. D'être ici pour inaugurer donc, la boutique qui va permettre aux producteurs de cette localité de disposer des produits et de ne plus faire le déplacement sur Abidjan. C'est un travail de proximité qui se fait et qui a aussi son efficacité. Le projet MOCA couvre 3 régions en Côte d'Ivoire, l'Indénie-Guablin, la Nawa et le Haut-Sassandra, avec 25 coopératives et 4 centres de services agricoles. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les énergies renouvelables se présentent comme une solution durable pour faire face au prix élevé du pétrole qui a des effets dévastateurs sur l'économie nationale et pour permettre aux porteurs de projets du secteur privé de trouver des sources de financement. Une signature de convention d'assistance technique a eu lieu mardi entre l'Agence française de développement et le patronat ivoirien. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets
à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise d'une part l'accompagnement des promoteurs d'investissements verts. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé, le secteur bancaire démontre le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGECI et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a effectué hier, mardi, à Yopougon, une visite de terrain à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il s'agissait pour lui de s'assurer du bon déroulement de la formation de 500 jeunes, des jeunes bénéficiaires du programme de formation par apprentissage au métier de la mer, un projet initié par l'Agence Emploi Jeunes. Les détails de la visite avec Jean-Marc Hadjadji. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, dans l'enceinte de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il vient se rendre compte du bon déroulement de la formation pratique de 500 jeunes filles et garçons à 15 métiers de la mer. Ces jeunes déscolarisés ou peu scolarisés, sélectionnés sur 8040 postulants, sont âgés de 14 à 30 ans. Ils sont bénéficiaires du programme de formation par apprentissage de l'Agence Emploi Jeunes. Un projet qui vise pour eux à s'insérer professionnellement et à se prendre en charge. J'ai validé mon test. Je trouve que c'est un bon test. Voilà, vu les métiers de la mer, ça m'intéresse et raison pour laquelle j'ai été sélectionné. J'ai fait la maintenance nautique. La formation, elle se passe bien. On fait de nos mieux et vraiment les formateurs aussi font de leur mieux. Le ministre Mamadou Touré s'est entretenu et a prodigué des conseils aux différents acteurs de la formation. Je suis venu moi-même me rendre compte de l'effectivité de ces programmes de formation et m'assurer de l'assiduité de ces jeunes. J'ai profité de cette visite pour dire qu'effectivement le gouvernement se mobilise aujourd'hui en faveur de l'employabilité des jeunes et ceux qui ont été recrutés, les 500, le seront pendant 6 mois. Mais nous avons convenu avec les directeurs de l'académie qu'après ces 6 mois, les métiers dans lesquels les jeunes seront formés, certains d'entre eux seront placés en entreprise et les prospections ont déjà commencé. Et les autres seront installés à leur propre compte et l'Agence Emploi Jeunes mettra les moyens nécessaires pour les accompagner. 265 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour ce projet. Cette formation des jeunes au métier de la mer fait suite à une convention signée le 26 novembre 2020 entre l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'Agence Emploi Jeunes. D'un coût global de 169 milliards de francs CFA, les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bouaké et de ses localités environnantes avancent à grands pas. Des travaux qui affichent aujourd'hui un taux de réalisation de 37% et qui permettront de sécuriser l'alimentation en eau potable des populations de la région de Bouaké jusqu'en 2045. Sur le chantier, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, affiche sa satisfaction. C'est une correspondance de Soro Corona. 37%, c'est le taux d'exécution des travaux du projet du renforcement de l'alimentation en eau potable de Bouaké et des 120 localités à la date du 30 janvier 2021. Lancé le 20 juin 2020, ce projet de 169 milliards de francs CFA vient mettre fin à la souffrance des populations de Bouaké. En définitive, une station de pompage d'eau brute sera construite sur le lac Kossou. À partir de ces stations, l'eau sera conduite par une canalisation sur un peu plus de 50 km jusqu'à la nouvelle station de traitement d'eau en construction à la Loca.
les travaux avancent en dépit des perturbations dues à la Covid-19. On a pu réaliser l'approvisionnement en canalisation du chantier à 100% et puis réaliser jusqu'à 36% la pose des canalisations effectivement. Démarrer les travaux de génie civil à la fois sur la station de pompage, la station de traitement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier. Laurent Tchagba s'est dit satisfait du niveau de réalisation du chantier. Il exhorte les équipes à travailler afin de mettre les populations de la région du Békay à l'abri des difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Nous avons fait la visite, n'est-ce pas, de la pose, des poses de canalisation depuis l'Exor jusqu'à ici. On se rend compte que les choses avancent correctement. Donc dans l'ensemble, nous sommes quand même à 37% de réalisation des travaux. Ce projet doit nous permettre de sécuriser Bouaké et tous les environs. Notre souci, c'est de faire en sorte que les travaux prennent fin rapidement. Pour une durée de 24 mois, ce projet permettra à terme de sécuriser l'alimentation en eau potable de la région du Békay jusqu'en 2045. Et on ouvre le chapitre sanitaire de ce journal, le nouveau centre hospitalier régional de San Pedro, qui va être transformé en CHU, sera livré au plus tard en juillet 2021. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouele a effectué une visite du chantier sur le site afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux exécutés à ce jour, à plus de 50% selon le BNET, en charge du suivi et du contrôle. Sam Conan. Initialement prévu pour être l'hôpital général, ce sera plutôt le nouveau CHR, centre hospitalier et régional de San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, en visite de travail sur le site de construction. Selon le BNET, Bureau d'études techniques et de développement, qui fait le suivi et le contrôle, le taux d'exécution des travaux de construction est estimé à 50%. Pour les travaux en cours, nous avons le gros œuvre qui est achevé à 90%, la charpente métallique qui est achevée à 95%, la couverture qui est également achevée à 95%. Aujourd'hui, nous notons un avancement, tout corps d'État confondu, y compris les équipements, à 50%. Bâti sur une superficie de 8 hectares à proximité de l'Université de San Pedro, également en construction, le futur CHR ultramoderne va abriter 16 blocs et 15 services hospitaliers. Pour le ministre Eugène Akaouele, les travaux avancent bien. C'est pour nous une grande fierté de voir que le système de santé est vraiment en marche. L'entreprise prévoit, sous la supervision du BNET, commencer l'équipement de ce centre hospitalier régional à partir de mars-avril et puis livrer cela autour de juin-juillet 2021. À partir de là, je crois qu'on pourra parler de système performant de santé à San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ensuite visité les travaux de mise à niveau de l'ancien CHR avant de rencontrer le personnel soignant, à qui il a traduit les félicitations du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Eugène Akaouele leur a expliqué la nouvelle politique hospitalière qui fait le bonheur et du patient et du personnel soignant. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 3 février 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 3 février 2021 132 nouveaux cas de Covid-19 sur 1965 échantillons prélevés, soit 6,7% de cas positifs, 236 guéris et 0 décès. À la date du 3 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 28 739 cas confirmés, dont 26 960 personnes guéries, 158 décès et 1621 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 351 316. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun, afin de stopper la transmission du virus.
Un important don de table-banc aux établissements scolaires du département de Yakassé à Tobrou. C'est un don du ministre de l'Environnement et du Développement durable. À travers ce geste, Joseph Seka entend contribuer au renforcement des infrastructures d'accueil au sein des écoles. Un film, sinon le film de la remise de dons avec Hermana Niamia. 310 tables-bancs pour les établissements scolaires du département de Yakassé à Tobrou pour renforcer le dispositif d'accueil des écoles. Un don du ministre de l'Environnement et du Développement durable qui entend ainsi combler le déficit des tables-bancs. Donc, arrive à un moment où nous étions désespérés. Dieu seul sait combien de fois nous sommes meurtris quand nous allons dans les salles de classe, dans nos différentes inspections, de voir les enfants assis à 4 à 5 et quelquefois à même le sol. Dans ces conditions, l'apprentissage est très difficile. Remettant les tables-bancs aux autorités compétentes, Joseph Seka a indiqué qu'il est primordial d'offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves afin de leur permettre d'être studieux en classe. Il a par ailleurs demandé aux chefs d'établissement bénéficiaires d'en prendre bien soin. Petit à petit, nous allons augmenter non seulement le nombre de tables-bancs, mais petit à petit, nous allons contribuer à équiper nos établissements scolaires et bien évidemment nos formations sanitaires. Voilà notre ambition. Pour réussir ce pari, Joseph Seka a exhorté la population à cultiver la cohésion et la solidarité afin de favoriser le développement du département de Yakassé à Tobrou. On s'intéresse maintenant à cette 4e vague de soutenance de thèse des doctorants de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pendant 3 jours, plus d'une 50aine d'impétrants ont exposé leurs travaux de recherche. Le reportage d'Astou Touré. Pendant 3 jours, des sujets d'actualité d'ordre économique et social ont été développés par les doctorants de l'UFR, des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. À cette 4e session de soutenance de thèse, des doctorants pour la plupart déjà en fonction, une innovation au sein de cette institution. Nous pensons enrichir notre administration publique. Et nous pensons que, contrairement à ce que certains peuvent penser, notre fonction publique a besoin de docteurs dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Et ce sera un enrichissement, ce sera quelque chose d'important pour notre administration. Maferima Bamba en est un exemple palpable. Cadre des impôts, experte comptable, elle entend mettre le fruit de ses recherches au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Notre réflexion a porté sur la fraude fiscale. Comment on peut amener le contribuable à payer librement ses impôts. Ces soutenances de thèse se sont tenues en présence de professeurs agrégés en sciences économiques et de gestion du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Au chapitre de la cohésion sociale, le ministre de la Communication et des Médias était samedi dernier dans le département de Béoumi où il a rencontré les filles et fils de la localité. La rencontre initiée par le porte-parole du gouvernement a permis à l'ensemble de la population d'échanger sur les actions de paix et de développement au profit de la localité. Le reportage de Yasminaka est commenté par Charles Tatou. Sidi Tchemko Touré, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs cadre de Gbeke, appelle l'ensemble de la population du département de Béoumi à une élection conviviale et apaisée. C'était au cours d'une rencontre de toutes les couches sociales à son actif. Rencontre d'échange et de vérité. Pour le porte-parole du gouvernement, œuvrer pour une élection paisible est un gage de cohésion sociale et de paix. Sidi Touré convie les jeunes à adhérer davantage à cette culture du vivre ensemble pour un développement durable de Béoumi, en bannissant la violence, les turbulences pendant les activités électorales. Les actions concrètes existent déjà sur le terrain, les populations le ressentent, mais nous avons besoin d'aller encore plus loin parce que les besoins sont énormes. Nous sommes quand même des agents de développement à titre individuel et chacun joue ce rôle et chacun continuera à jouer ce rôle. Dans ce même esprit, les chefs et guides religieux ont exhorté la population à une entente entre les enfants du même terroir.
Du divertissement, il y en a dans cette édition. Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, l'équipe de production de l'émission Bonjour était le 30 janvier dernier à Grand Bassam. Un grand moment de communion entre le public et les humoristes. Notre reporter Demadongui, Koné Pargasoro, était à Grand Bassam. Voici son compte-rendu. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, ville historique et patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes ont déposé leurs valises. Vous êtes assis l'un près de l'autre. Qui sait qui est son voisin réellement, d'où il vient? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on retient, c'est l'Ivoirien, c'est l'Ivoirienne. Ce sont ces peuples frères qui vivent avec nous. C'est ça aussi, Bonjour. Le public, sorti nombreux, s'est réjoui d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. Je dois vite aujourd'hui, là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ri jusqu'à, j'étais vraiment épaté. On remercie M. Koné. En tout cas, c'est un homme de joie, un homme de paix. Très satisfaite. Si l'année prochaine pouvait revenir encore, ça va beaucoup me faire plaisir. Ça a été vraiment un grand rassemblement de paix et voir toutes ces différentes ethnies regroupées dans un seul endroit, c'est vraiment signe que Bassam est parti pour une grande fraternité. L'initiateur, Koné Moussa, directeur de société, adjoint au maire et parrain de Bonjour Tour à Bassam, s'est dit heureux de la forte mobilisation des populations de la ville balnéaire. Il avait à ses côtés la reine-mère de Mossou, les chefs traditionnels, les élus et cadres de Grand Bassam. C'est une opportunité que les Bassamois ont eue, aussi bien que moi-même. Nous les voyons à la télévision. Aujourd'hui, on les voit comme tout le monde. Il y a une ambiance fraternelle et le public était là nombreux. C'est bien recueilli de cette rencontre. Les gens sont heureux. C'est tout ce qu'on cherchait. Après Biankouma, le 16 janvier dernier, équipe de production et humoristes seront à nouveau à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans le vendredi 5 février, à Toulepleu le samedi 6 février et à Guiglo le dimanche 7 février prochain. Objectif, apporter de la joie et du sourire aux populations de ces communes en ce début d'année 2021. Du sport, du football, le Mali est en finale du CHAN 2021. En demi-finale, les Aigles se sont imposés face à la Guinée. Après la séance de tir au but, 5 tirs à 4. Les Maliens étaient déjà passés par la séance de tir au but face au Congo en quart de finale. Le commentaire de Patrick Dadier. L'enjeu a pris le pas sur le jeu. Alors qu'on s'attendait à un match spectaculaire entre le Mali et la Guinée en demi-finale du CHAN 2021, l'on a plutôt vu une rencontre très tactique et physique. Fautes graves, blessures et buts refusés par la VAR, c'est le résumé parfait de la première période entre Aigle et Sili National. La Guinée fait déjouer le Mali qui partait pourtant avec la faveur des pronostics. Les Aigles n'ont pas pu produire leur jeu habituel et ne font que balancer les ballons. Les meilleures occasions sont à l'actif des joueurs guinéens qui ne sont pas parvenus à ouvrir le score. Le derby sous-régional entre Maliens et Guinéens est loin de trouver un vainqueur au cours du temps réglementaire 0-0. Il faut attendre les tirs au but pour voir les Aigles plus adroits l'emporter 5-4. Cette victoire qui propulse les Maliens en finale du CHAN, la deuxième de leur histoire, est la seconde consécutive après celle acquise en quart de finale devant le Congo-Brazzaville. Les hommes de Diané trouveront en finale dimanche le vainqueur du match Maroc-Cameroun. Les conquérants Aigles du Mali et puis dans le deuxième match, le Cameroun n'a absolument pas existé lors de sa demi-finale face au Maroc. Tenant du titre, les Lions de l'Atlas se sont imposés 4-0 ce soir face au pays hôte de la compétition. Des Lions qui partent largement favoris face aux Maliens qui tenteront de décrocher le titre pour la première fois.
Le bilan réactualisé de l'attaque du poste de Boni dans la région de Mopti porte désormais le nombre de décès à 9 militaires maliens. Fait rare dans ce genre d'attaque, les assaillants ont eu recours à un ou des véhicules blindés. Selon un des responsables, le poste de Boni entre Douanza et Ombori dans la région de Mopti a été attaqué vers 6 heures du matin par des individus lourdement armés. L'attaque a par ailleurs fait plusieurs blessés et causé des dégâts importants dans le camp. Demain est un nouveau jour, ne manquez pas les éditions de 6h30 et 7h avec Régis Kofi dans Matin Bonheur. Pour ma part, je serai encore avec vous pour le journal de 13h. Bonsoir et que la paix soit chez vous.